Une présentation commune, donc assurée par Raphaëla et Basudeb sur les appels gouvernance. Et cette présentation sera suivie d'une table ronde avec Olivier Bouin et Jacques Dubuc du ministère, et à laquelle participeront bien évidemment Raphaëla et Basudeb sur les sciences humaines et sociales dans le prochain work programme animé par Laure Barbeau. Voilà, je laisse donc la parole à nouveau à Raphaëla et Basudeb. Merci beaucoup, on va y arriver. La journée va terminer à un moment donné. Ne vous inquiétez pas, on va vous délivrer. Alors, cette fois-ci, on va présenter la colle d'une manière encore plus compliquée. Donc, c'est par année, mais on va se partager entre Bassou et moi. Donc, je vais présenter une première partie d'école 2018-2019. Et ensuite, Bassou va présenter une autre partie d'école 2018-2019. Donc, c'est pour tester votre attention, pour savoir si vous savez effectivement où nous en sommes. Alors, la colle numéro 3, la colle gouvernance, comme on l'a dit, est une colle qui a plein de liens avec les autres deux qu'on a présentés. Je pense que vous l'auriez déjà remarqué si vous l'avez vu. On a mis vraiment en bold, en noir, le fait qu'il est très important en ces moments de crise, post-crise, transformation, mutation, etc. Que Bassou adore. Et vraiment des propositions, des analyses, d'arguments, contre-arguments pour faciliter l'adaptation de ces structures de gouvernance qui sont en mutation, ou qu'on est en train de créer, ou qu'on est en train d'inventer, ou réinventer, ou déstructurer, et de manière à adresser les fondations même de la gouvernance et de la démocratie. Si vous avez lu la colle, vous avez vu, il y a des mots-clés vraiment très importants dans cette colle. Il y a trust, donc la confiance dans les institutions même, dans les institutions démocratiques, dans les institutions au sens large, les droits sociaux, la citoyenneté, la démocratie, les populismes, l'extrémisme, la violence, la polarisation, et aussi des éléments des politiques de défense, des politiques de sécurité, des démocraties digitales, public goods, que c'est ce que Bachou vient de présenter tout à l'heure quand il parlait des TIC. Et encore une fois, on le mentionne comme ce matin, une composante très importante de coopération internationale. Vous allez me dire, mais pourquoi on parle de gouvernance en Europe? Non, l'Europe n'est pas isolée dans le monde, on parle de gouvernance de l'Europe dans le monde et des structures supranationales aussi. Donc je vais commencer par la colle Gouvernance 2 qui va sortir en 2018 et en 2019. Comme c'était le cas pour d'autres topics qu'on a présentés déjà ce matin et cet après-midi, ces deux composantes 2018 et 2019 se feront par deux instruments différents. Donc en 2018, ça sera une action de recherche pure, une RIA, 3 projets avec un budget de 3 millions environ chaque. En 2019, une CSA, une Common Support Action, d'un budget de 1,5 million environ. On ne l'a pas écrit, mais si je vous interroge, je suis absolument sûre que tout le monde a compris qu'on parle ici de Brexit, qu'on veut vraiment adresser quel est le niveau de différenciation que l'Europe peut accepter, qu'il est possible, qui est souhaitable, qui est conducive, qui nous aide pas, qui nous aide à rester ensemble, et comment, et quels sont les critères, les principes. Et ici, je regrette que nos amis de l'histoire et de l'archéologie ne soient plus présents, mais ici, vraiment, la dimension historique, la dimension de la longue durée, la dimension des études longitudinales est très importante. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années, dans ces 60 ans et plus, des constructions? Quelles sont les fondations philosophiques, les différentes conceptualisations qu'on a eues, qu'on peut avoir, qu'on doit envisager, etc. Ici, bien évidemment, on voudrait voir dans les consortia non seulement des partenaires académiques, mais bien évidemment aussi des partenaires comme des autorités locales, comme des autorités régionales, comme des institutions qui portent l'esprit, disons, de la gestion et de la gouvernance européenne. Vous voyez que parmi les 3 bullet points de l'impact, il y en a un qui est en italique.
c'est parce que c'est l'impact spécifique souhaité pour la CSA de 2019. Ça ne veut pas dire que ça ne concerne pas aussi la RIA, mais spécialement la CSA. Donc pour ceux qui sont intéressés, regardez avec beaucoup d'attention l'idée qu'on veut vraiment mobiliser les networks d'experts. On veut vraiment voir ressortir les expertises. Gouvernance 3, 2018 et 2020. C'est un topic que vous avez vu aussi traité auparavant avec d'autres noms, avec d'autres angles, je peux dire, et qui ici, dans la call gouvernance, vous voyez traité 3 fois, 3 angles différents. Moi, je vais en présenter 2, Bachou va en présenter encore un, donc les populismes. Mais cette fois-ci, on va vraiment le regarder à la lumière de comment faire pour engager les communautés, pour sentir les conséquences que la croissance des mouvements populistes ont eu sur les démocraties européennes. On veut encore voir beaucoup de perspectives historiques et des perspectives comparatives, donc longitudinales et horizontales aussi. Et encore une fois, souvenez-vous de ce qu'on disait ce matin pour la call migration. Il est évident qu'ici, il n'y a pas besoin d'avoir un partenaire international, mais il est aussi évident qu'il est intéressant de comparer ce qui se passe en Europe avec ce qui se passe ailleurs. Et aussi de regarder qu'est-ce qui se passe avec les populismes dans le digital, dans les social media, dans les new media, et les rôles de leaders charismatiques dans les communautés d'origine, dans les communautés en Europe. Quand vous voyez qu'on écrit RIA en 2018, ce n'est pas pour dire qu'en 2020, ça ne sera pas une RIA. C'est un point d'interrogation. On est sûr pour 3 projets d'environ 3 millions, 3 actions de recherche en 2018. On voudrait voir la suite en 2020, comme on l'a dit pour plusieurs d'autres actions. L'instrument avec lequel on va voir sa suite, on peut le rediscuter, comme on le disait en 2018, en 2019, aussi à partir des résultats, des premiers findings de l'action qui sera financée en 2018. Je passe vite à la gouvernance 6. On l'a dit ce matin par rapport à la migration, quand on a parlé des Global Compacts, plusieurs personnes m'ont posé la question, qu'est-ce que vous entendez par le Global Compact? Bien évidemment, on entend les UN Global Compacts qui ont été lancés lors de l'Assemblée des Nations Unies en septembre 2016, mais il y a d'autres engagements, comme par exemple the Climate Goals et le Paris Agreement, COP21, que vous avez vu ici l'année dernière. Et donc, il y a d'autres éléments de gouvernance globale qu'on veut vraiment étudier, et les rôles que l'Union européenne et que l'Europe a dans ces structures de gouvernance, de gestion. Quels sont les changements qui se sont passés? Il y avait les belles institutions de Bretton Woods. Où en sommes-nous? Quel est leur rôle aujourd'hui? Quel est le rôle de l'Europe dans ces institutions? Quelle est la capacité de ces institutions de structurer la pensée, les actions, les politiques, la programmation dans plusieurs domaines? Toujours dans le cadre des SDGs et de l'agenda 2030, mais aussi vraiment regardant les organisations. Et plusieurs personnes m'ont posé la question, est-ce que dans des cas comme celui-ci, c'est la peine d'impliquer ces organisations? Moi, je dirais que oui, tout en sachant qu'il n'y a aucun automatisme qui impose à la Commission de financer des organisations internationales, mais bien évidemment, ici, c'est un cas où on les appelle même dans le texte du projet, donc disons qu'on s'attend qu'il y ait une certaine capacité aussi d'impliquer des acteurs tels que des organisations internationales qu'on veut vraiment étudier à fond. Le dernier, non. Je vous présente encore 2 calls qui seront lancés cette fois-ci en 2019. La première, très importante,
trust in governance, la confiance même dans les structures de gouvernance et dans la capacité de gouvernance. Et ici, on veut vraiment aller au-delà des structures proprement dites, des institutions. Oui, on veut le faire. Encore une fois, regarder les policy reviews qui ont été réalisées à partir des résultats des recherches. Il y en a une qui a été lancée en 2016 qui s'appelle Trust. Il y a un lien très évident avec la création de ces topics. C'est à partir de tous les résultats des recherches qui ont été compilés dans cette policy review qu'on a pensé structurer, qu'on a senti qu'il y avait encore besoin d'aller de l'avant avec la recherche sur ces thèmes, mais on veut vraiment aller de l'avant. Donc c'est trust in the European Union, in the euro, la monnaie, in the political parti politique, système financier, vraiment toutes les structures qui composent la gouvernance de l'Europe. Donc ne pensez pas seulement aux institutions, pensez vraiment à la monnaie, à la manière dont on organise les systèmes financiers, les systèmes fiscaux, aux partis politiques, aux mouvements politiques, etc., etc. On veut vraiment voir, on a mis ici toutes ces juxtapositions, trust distrust, trust inequalities, trust legitimacy, trust democracy. On veut vraiment voir la confiance dans les structures de gouvernance vis-à-vis tous ces autres éléments que vous avez sentis répétés plusieurs fois dans différents angles dans les autres cols. Ici, on les vise frontalement. Il y a inclus l'inclusion sociale, le sens, comment on dit en français, belonging, l'appartenance, entre autres à l'Union européenne. Et ça, ici, il y a un élément très important. Perform experimental research as relevant. Plusieurs personnes m'ont demandé pendant les pauses, qu'est-ce que vous entendez par piloting? Qu'est-ce que tu voulais dire? On veut dire tester. Essayez d'envisager des contextes où ça soit possible de tester vos hypothèses, parce qu'ici, on est vraiment appelé au cœur des questions européennes, l'existence même de l'Union européenne et de ses systèmes. Et donc, si possible, si relevant, parce qu'on ne veut pas imposer rien à personne, mais si relevant, si possible, essayer d'envisager des contextes où ça soit possible. Tu parles de la dernière ligne? Ouais. Oui, c'est vraiment les sciences comportementales. Celui qui a eu le prix Nobel cette année, c'est vraiment dans ce sens-là. Faire de l'économie psychologique ou comportementale, etc. et l'appliquer au problème de trust. Dernière topic dernier topic que je vous propose avant de laisser la parole à Bachou. Comme je viens de le dire, le populisme, l'extrémisme, on le traite sous différents angles. On l'a vu dans la colle 3, si je ne me trompe pas, oui. Et on le revoit, et donc, comme on se disait, les topics qui se parlent, les topics qui se miroirent des différentes années. Donc ici, on lance 2018 avec une suite pour 2020. Et en 2019, on lance une sous-topic, disons, avec une dimension géographique délimitée et spécifique à la région euro-méditerranéenne, Middle East, North Africa et des Balkans. Et ici, encore une fois, même si ce n'est pas officiellement flagué comme une initiative des coopérations internationales, pour toutes les équipes qui sont intéressées à mener à bout de projets, présenter des propositions pour ces topics-là, la dimension internationale est très importante et l'inclusion de partenaires des pays qu'on étudie est très important aussi. Donc ce n'est pas obligé, ce n'est pas un critère d'éligibilité, mais encore une fois, c'est souhaité, même très fortement souhaité. Et oui. Middle East and North Africa. Middle East and North Africa. Maghreb et Moyen-Orient. Ouais. Oui. Et parce que vous voyez ici, on a mis MENA regions, Maghreb et Moyen-Orient et Balkans.
vous pouvez immédiatement le traduire en termes politiques dans la région ENI, former NPI, les voisinages, tous les voisinages. Et donc ici, vous me demandiez ce matin et même à la pause, mais comment on peut savoir quels sont les domaines des politiques qui intéressent. Ici, bien évidemment, on vous demande de regarder aux politiques pour le voisinage. Il y a tout un volet qui est géré par la DGR, par la Direction Générale, le ministère voisinage, DGNIR, de la Commission européenne. Et c'est toutes les politiques qui visent à les relations entre Europe, Maghreb. Il y a plein de projets européens, et maintenant on veut vraiment le viser d'un point de vue de recherche. Et je me suis trompée, excusez-moi, on n'a pas mis, mais c'est un INCO flagship, parce que proposal should include. Je me suis trompée, excusez-moi. Donc il faut absolument avoir, mais comme Sylvie le disait, il faudrait en avoir même plus qu'un si vous envisagez de couvrir la région du partenariat voisinage sud et voisinage est. Encore une fois, 3 millions, 3 projets environ. Merci beaucoup. Je te laisse la parole. Je change un peu. Non, je vais passer là. Oui, ce sera plus simple. Excusez-moi. Je remonte un peu. Je commence avec 4, c'est ça. Oui, faire 5 parce que 5 c'est 2018. Après, oui, d'accord, ok. D'accord. Ah oui, 5 c'est déjà fait ce matin, d'accord. Donc c'était le sujet qui était orienté TIC. Ensuite, donc, je dois parler de 8. Ok. Oui, ça c'est un sujet qui est un peu un col, dans le sens que c'est un sujet que la communauté SHS ne voulait pas. Et c'est après beaucoup de négociations entre la commission et le comité de programme que ça a été quand même accepté. C'est un financement à 2 temps. On finance un consortium qui va organiser des études d'impact des solutions innovantes par des entreprises dans des pays émergents, pays tiers, pays en voie de développement, etc., donc en dehors de l'Europe, pour étudier la viabilité de l'impact des solutions technologiques innovatives qui ne sont pas encore au stade de mise en marché. Donc, cette fameuse TRL, Technology Readiness Level, dont je vous ai parlé ce matin. Donc, d'organiser cette étude, ce qui implique que le consortium qui va avoir le projet va distribuer ensuite l'argent à un ensemble d'autres entités qui vont faire ces études. D'accord ? Comme vous voyez, c'est beaucoup d'argent, et donc on se posait, ceux qui voient les projets SHS Total se demandaient pourquoi, mais il paraît que pour faire une étude de ce genre, c'est un genre de package minimum qu'il faut avoir, donc c'était guidé vraiment par une logique d'étude de marché. D'accord ? Vous dites, ce topic n'est pas organisé par notre unité, c'était entre les unités qui travaillent vraiment sur le côté marché de l'innovation, d'accord. Et je ne sais pas, je ne me rappelle plus s'il y avait DigiConnect aussi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très spécifique, mais qui a été mis ici parce que ça demande des études qui couvrent un ensemble d'analyse des sujets de recherche et innovation, de technologie de l'innovation sur le marché, d'accord. C'est tout ce que je vais dire sur ce sujet. Ensuite, 11, oui. Bon, c'est un bon moment pour parler de ce sujet parce qu'on vient d'avoir ici Jacques Dubuc et Olivier Bouin qui viennent d'arriver en 2014, quand les événements douloureux qu'on connaît se sont passés en France, Charlie Hebdo jusqu'à Bataclan. Et l'année où les ministères français ont demandé à la Commission européenne d'avoir un certain nombre de sujets dans ce domaine pour être financés côté recherche, donc par la Commission. Bien évidemment, il y a des
des consortiums français qui ont répondu, mais malheureusement, on n'a pas vraiment réussi aussi largement qu'aurait été souhaitable, notamment en position de consortium. Donc, il y a notamment les Hollandais, les Belges et les Anglais qui ont été leaders de consortium. École des hautes études faisait partie d'un de ces consortiums. Mais bon, je pense que ce sera très souhaitable que les consortiums français posent massivement pour ce sujet parce qu'il y a quand même des compétences importantes dans ce domaine. Ça continue d'être très, très étudié à l'intérieur de la France, non seulement par notre ministère, mais par plusieurs. C'est un sujet qui est suivi, où il y a bien évidemment des actions de terrain. Donc, d'utiliser l'ensemble des connaissances du domaine. Au moment où se passaient les événements du Bataclan, il y avait un colloque franco-allemand à Munich sur l'analyse de l'extrémisme qui était extrêmement intéressant et qui, complètement par hasard, a coïncidé avec ce moment particulier et qui montrer un ensemble de domaines de la psychologie criminelle jusqu'à ceux qui étudient les mafias, les comportements dans une variété de circonstances qui n'ont pas nécessairement un lien direct avec les sujets de terrorisme ou radicalisation tels qu'on le discute. Donc c'était un ensemble de domaines qui se sont venus ensemble, et c'est précisément dans cette optique que ce sujet a été que ce sujet continue de pouvoir continuer le travail dans ce domaine parce qu'il y en a grand besoin. C'est pas un sujet comme la migration qui perdra son actualité malheureusement, si j'ose dire. Voilà, donc c'est pour étudier tous ces phénomènes, mais au-delà juste de ce lien avec ces événements qu'il y a eu et qui sont liés avec l'extrémisme violent, il y a aussi la nécessité d'étudier les formes de comportement qui sont derrière. Il y a quelques minutes, j'ai parlé de sciences de comportement qui sont étudiées dans d'autres contextes. Ça fait partie, entre guillemets, parmi l'ensemble des outils qui sont à l'œuvre dans les SHS pour être mobilisés, pour répondre à un ensemble de questions. C'est quelque chose qui est vraiment clé, qui est transversal dans ce sujet et dans plusieurs autres, je l'avais mentionné, pour être utile. Donc, comme vous le voyez, donc ça vient du scope, donc de voir tout ce qui sont les drivers, comme on dit, les forces conductrices ou motrices dans ces domaines qui sont sur lesquels on demande la continuité des projets. Et encore et toujours, même s'il y a des très bons chercheurs dans le domaine, dans vos universités, dans vos institutions, etc., il faut dire qu'il y a déjà beaucoup de travail européen financé par la Commission dans ce domaine sur plusieurs FP. Et donc, il faut bien tenir en compte en utilisant tous les moyens que je vous ai décrits aujourd'hui pour appuyer sur eux pour vraiment faire de la valeur ajoutée. D'accord ? Donc, par rapport à ce qui est existant. Encore, je répète, ça va revenir dans nos discussions sur FP9, cette obsession de tirer le maximum de chaque euro dépensé, c'est précisément ça, c'est-à-dire la valeur ajoutée européenne, c'est ce qui n'est pas déjà fait au niveau des États membres. D'accord ? Donc c'est cette idée-là qui est martelée dans la façon d'adresser ces sujets. Okay. Voilà, donc on arrive à celui-là qui est... ça, c'est ce qu'on appelle un Eranet Co-Fund. C'est encore la démocratie, la gouvernance et tout ce qui a touché ce domaine de Trump jusqu'à Brexit, les mouvements populistes en Europe, donc Raphaël a déjà mentionné. Donc tout ça est déjà étudié. Il y a eu 2 grands projets, ERA et Norface, qui ont touché à cet ensemble. Ici, d'une certaine façon, ils vont être fusionnés via cette Eranet Co-Fund, c'est-à-dire Eranet, c'est vraiment des choses qui sont dans le domaine des États membres où la Commission européenne apporte une contribution additionnelle qui est de 33% entière à peu près. 25, ok, bon, j'oublie un peu le chiffre exact, mais bref, donc qui amène ce qu'on appelle un top-up grant dans certains pourcentages qui, disons quelque part entre 20 et 30, pour le financer. Mais les États membres, ceux qui participent dans le projet, tous les États membres ne participent pas nécessairement dans tous les projets,
Donc, les États membres apportent aussi une contribution. Donc, le montant de ces financements sont substantiels. Et sous ces domaines, juste pour vous dire, donc les deux consortiums les deux ZANET que j'ai mentionnés ont bénéficié quand même déjà sur une quinzaine d'années de plus de 20 millions d'euros de 22 millions d'euros de la Commission européenne. Et bien évidemment, plus les financements que les États membres eux-mêmes ont apportés, que je n'ai pas le chiffre en tête. OK, donc ensuite, oui, ça c'est quelque chose qui a été rajouté récemment. C'est un sujet qui a été proposé par Philippe Keroden avant sa disparition. C'est vraiment de voir, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le contexte de l'interdisciplinarité en Europe. C'est vraiment pour avoir un CSA, donc un Coordination and Support Action, pour faire le bilan de quel bilan peut-on faire de cet effort d'interdisciplinarité. Ça peut être un très beau projet. On en parle beaucoup, on va sûrement continuer de parler dans les préparatifs de FP9. Quelle valeur en tirer? Quelles sont les choses innovantes qui se passent dans ce domaine? Est-ce qu'on développe des nouvelles méthodologies? Donc ça, c'est un ensemble de questions. Et aussi, bien évidemment, il y a d'abord de l'interdisciplinarité. Les communautés les comprennent de façon différente. Déjà, nous avons bien évidemment la question de l'interdisciplinarité à l'intérieur des SHS et ensuite entre les SHS, les STEM, c'est-à-dire les sciences, technologies, ingénierie et maths. Donc, l'ensemble de cela est touché. Vous avez entendu ce matin que les SHS sont présents dans l'ensemble des autres défis aussi, qu'on appelle le problème d'intégration des SHS dans l'ensemble des défis sociétaux. Et ça, il y a question de collaboration avec les sciences qui avancent plus ou moins bien selon les années et qui reste une question épineuse parce que le DG Recherche ne maîtrise pas l'ensemble disons des problèmes liés à ce sujet d'intégration des SHS. Donc voilà, donc ce projet doit essayer d'élucider, d'illuminer un peu cette question. Ensuite, tu as déjà traité ça, non? 1, oui. Donc ensuite, je passe à 10. Tu as déjà fait, c'est bon. 12, oui, ok. Ah oui, ça, j'ai déjà fait ce matin, c'est bon. Donc c'est Cloud Infrastructure, oui. Donc c'était ça. Et donc le dernier, oui. En effet, j'ai déjà parlé ce matin. Oui, c'est bon. Okay. Donc, voilà. On était très rapide. C'est bon. Digital Single Market, encore je répète que c'est un sujet important pour le domaine culturel et notamment tous les acteurs de la culture de s'intéresser aussi dans ce topic, que ce ne soit pas uniquement des économistes et des juristes purs et durs qui vont sur ce sujet. Je prends le micro tout de suite. J'ai une question sur le dernier appel, sur le numéro 15. Puisque sur cet appel-là, et précisément puisque c'est un propos, c'est une discussion qu'on a eue à plusieurs reprises dans la journée, où on n'a pas arrêté de mentionner qu'il fallait intégrer les résultats en cours ou définitifs des précédents projets. Dans celui-ci, il est expressément dit qu'il faut rechercher comment les SHS sont intégrés dans d'autres disciplines, ailleurs, faire une sorte de catalogue de best practices, à l'exclusion, hormis les projets H2020. Si j'ai bien lu dans l'appel, il est dit que c'est hormis les projets H2020. Donc, est-ce que... inside and outside. Le 15, là, Taking Lessons from the Practices of Interdisciplinarity in Europe. Est-ce que... Celui-ci, oui. J'ai pas le texte, vous l'avez? Within and outside Horizon 2020. Donc, hormis... Non, within and outside. À l'intérieur et à l'extérieur. Oui, les deux. D'accord. C'est ce qui est mis là aussi. Oui, d'accord. C'est pas clair. Très bien, merci. Oui, bien évidemment, si on se limitait uniquement à ce serait très insuffisant parce qu'il y a des pays qui ont fait des choses très... Oui, bien sûr. Également en dehors de l'Europe, d'ailleurs. Oui, tout à fait, absolument, bien sûr. Essentiel. D'autres questions? Les gens sont fatigués, oui.
Plus de questions donc, sur les appels gouvernance, non? Bon, alors je propose de passer directement à notre dernière partie sur la table ronde, donc, avec, animée par Laure Barbeau et Olivier Boin et Jacques Dubuc. Je vous laisse la parole. Donc, tu voulais qu'on reste, c'est ça? Oui, d'accord. On s'organise comment? Oui. Oui, ça fait très mal. Ça va? Merci à tous de nous avoir accompagnés toute la journée. Du coup, pour ce dernier moment, ça nous semblait important, après avoir parlé toute la journée d'Horizon 2020, d'ouvrir un peu sur le FP9. On l'a déjà mentionné plusieurs fois dans la journée, des éléments de préparation, tout ça. Donc avec nous pour en parler, Jacques Dubuc. Vous êtes directeur scientifique du département des sciences de l'homme et de la société à la Direction générale de la recherche et de l'innovation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. Et vous présidez notamment le groupe de travail stratégique pour l'innovation sociale et culturelle dans le cadre de la stratégie européenne des infrastructures de recherche. Et Olivier Boin, vous êtes directeur de la Fondation Réseau français d'instituts d'études avancées, le RFIEA, responsable du groupe Europe internationale de l'Alliance Athéna, et membre fondateur de la European Alliance for Social Sciences and Humanities, et vous coordonnez le laboratoire d'excellence RFIEA+, depuis 2012. Vous dirigez depuis 2011 le consortium européen des IEA, pour lequel vous avez obtenu 2 cofinancements de la Commission européenne, une action COFUN, un programme Marie Curie. Du coup, ce qui nous semble important de mentionner pour cette dernière partie, c'est à la fois de pouvoir mettre un peu en perspective la place des SHS dans Horizon 2020 et les perspectives pour le FP9. On avait tendance à dire que les SHS étaient un peu partout dans Horizon 2020. Qu'est-ce qu'il en sera dans le FP9? On les retrouvait pour Horizon 2020 dans les programmes blancs ERC, Marie Curie, du pilier excellence scientifique, sur les programmes interdisciplinaires des défis sociétaux. Pour FP9, quelles grandes lignes se dessinent, quelle architecture peut déjà être envisagée et quelle place cela laisse-t-il au SHS? Donc peut-être ce serait intéressant d'avoir vos points de vue à tous sur cette question. Et puis, on l'a mentionné plusieurs fois durant toute la journée, peut-être si vous pouvez nous donner des éléments sur le processus et le calendrier envisagé pour l'élaboration de FP9. On a parlé tout à l'heure d'un dispositif de consultation publique. Peut-être si les uns les autres, vous pouvez nous donner des éléments un peu de contexte sur ce point, ça pourrait être intéressant pour le public ici. Donc peut-être Jacques Dubuc, si vous voulez commencer sur cet ensemble. Okay, bonjour à tous, je me réjouis de vous voir aussi nombreux. En vérité, je ne m'y attendais pas. Les dispositifs au Fonds français d'accompagnement des SHS dans la période tout à fait récente ont été un peu, je ne sais pas, ce sont des cas pour moi de détresse lexicale, un peu patinés, bon, pour des raisons qui peuvent se produire, qui étaient notamment des raisons RH, on va dire. Et là, croyez-moi, on est reparti, et vous l'avez senti puisque vous êtes nombreux. Je voudrais aussi, dans la catégorie des déclarations liminaires, saluer le travail extrêmement important que fait Basudeb à Bruxelles. Je veux dire, vous l'avez entendu, je viens de l'entendre, qualité constante. Donc, finalement, les choses du côté français me semblent bien se réorganiser. Sur la transition, je vais être extrêmement rapide, je pense que après c'est l'occasion d'échange plutôt avec la salle, sur la transition entre le H2020 et le FP9, comment dire,
Laure Barbeau le rappelait, on avait à peu près un slogan qui était dans Horizon 2020, SHS partout, et en plus SHS à un endroit plus particulièrement. Donc c'était une vision ubiquitaire et optimiste. Et puis, rétrospectivement, il faut bien concéder que ça n'a pas été exactement à la hauteur de ce que ce slogan pourrait laisser présager. Il y a eu des rapports très approfondis sur l'intégration des SHS dans les programmes. Bon, c'était suboptimal. Je crois qu'à cet égard, et c'est pas un hasard puisque nous essayons de rester isomorphes entre ce que nous faisons en France avec l'ANR, avec les défis de l'ANR et ce qui se passe à Bruxelles, c'est absolument vital qu'on maintienne ce parallélisme. On a un peu renoncé finalement à ce mot d'ordre ubiquitaire absolument partout. Ce qu'on voudrait, c'est que les SHS soient vraiment de manière intensive à beaucoup d'endroits et au moins à plusieurs endroits. Et puis que le reste, je vais m'en expliquer, contiennent aussi des SHS au moins en principe. La différence, vous le savez, en gros prévisible entre H2020 et le FP9, elle émane par exemple des conclusions du groupe de haut niveau, dit groupe Lamy, dans lequel nous avions mis, si je puis dire, une amie. C'est-à-dire, nous avions beaucoup discuté avec la représentante SHS qui était dans ce groupe destiné à préparer le FP9, qui était Milena Zikfuchs, professeure de linguistique à Zagreb, ancienne présidente du Standing Committee SHS de SF, et tant de choses. Et membre d'ailleurs du conseil scientifique du RFI. Bref, nous avions le contact avec cette personnalité qui a une expérience longue des SHS et de la diplomatie qu'il est nécessaire de déployer souvent pour faire entrer les SHS dans les programmes. Et les conclusions qui semblent se dessiner aujourd'hui sont à peu près les suivantes. D'une part, une insistance véritablement obsessionnelle sur laquelle il faut réfléchir sur les thématiques de l'innovation, opposées ou articulées, en tout cas distinctes, des problématiques de la recherche. Ça, c'est quelque chose qui doit nous retenir. La DGRI a à cet égard des propositions à faire. Deuxième inflexion par rapport à ce qui a été le cas dans H2020, à côté de méga défis, l'environnement, le vieillissement, l'alimentation, et tant de choses, dont la réunion était supposée couvrir l'universalité finalement de ce qui pouvait être cherché, hein, c'était une partition, comme disent les ensemblistes. Là, on substituerait à des défis de ce type, qui restent stables durant 2 quinquennats ou une décennie, des choses, on n'en sait pas encore le contour opératoire, peut-être Bassoudeb et Raphaël pourront nous l'expliquer mieux, mais qui seraient des choses qualifiées dans le Volapuc de Mission Oriented Research, c'est-à-dire des choses de magnitude plus petite, concernant à la fois le périmètre conceptuel recouvert et la durée de déploiement. Donc c'est mission. Et évidemment, nous sommes très attentifs à la définition de telles missions. Il m'est arrivé de faire observer que s'il y avait une mission qui était seulement destinée à réduire la quantité des déchets de plastique, il va de soi que la quantité des déchets de plastique disséminés dans les océans, personnellement, c'est une tragédie. Mais enfin, au titre de mes fonctions, là, ça paraît quand même un peu restreint pour qu'il y ait un déploiement de SHS. Donc on a ces deux différences. Je voudrais, avant, puisque
que je ne veux pas être long, de parler de FP9 et ce qui pourrait être fait dedans au regard de cette importance accrue des problématiques d'innovation et de cette substitution des missions aux défis, dire un mot quand même des autres secteurs financés par l'Europe. Il y a d'abord ERC, dont le rôle et l'amplitude sont réaffirmés et maintenus. Et il y a eu tant de fois les années récentes où j'avais un peu honte de nous, je vais vous le dire. Là, quand même, je veux dire, la dernière campagne ERC, les succès français en SHS nous ont tous remplis de fierté. Là, un tournant semble avoir été pris. C'est probablement l'effet visible d'efforts qui ont été faits dans beaucoup de compartiments et par beaucoup de gens et d'organismes, dans la préparation des candidats. Le RFI va jouer un grand rôle, le CNRS aussi. Le pré-repérage, enfin je ne sais pas quel terme employer des candidats, etc. Là, je pense que désormais, le temps des années ridicules est derrière nous. C'est vraiment une belle chose. Un mot sur les aspects de coopération multilatérale. Bassoudeb a rappelé à l'instant que le communautaire stimule le multilatéral, ou pour le dire de manière moins disgracieuse, les opérations de recherche qui allient plusieurs pays, typiquement ce qu'on appelle les Joint Programming Initiatives, sont d'ordinaire catalysées par des mécanismes de top-up, c'est-à-dire que dans des conditions qui sont au fond pas très difficile à décrire, quand vous indiquez votre revendication de souveraineté exclusive sur les processus d'évaluation de vos chercheurs et que vous les remettez à une instance d'évaluation qui soit commune à plusieurs pays, dans ce cas-là, la Commission, gracieusement, ajoute entre 25 et 30%. Donc, ce mécanisme des GPI est en cours d'examen. Je crois qu'il est possible qu'il soit fort modifié. La Commission semble peu désireuse de continuer ce mécanisme de GPI exactement sous la forme que nous les connaissons. Ça nous posera un certain nombre de problèmes, en particulier sur une thématique sur laquelle la France avait été extrêmement ardente, disons, dans ses demandes et ses propositions, qui est la thématique des migrations. Je pense que vous le savez tous, depuis 2 ans et demi, avec les Italiens, nous soutenons de manière véhémente l'idée qu'on devrait s'engager en Europe dans un processus qui, à terme, conduirait à ce qu'on appelle un article 185, c'est-à-dire une décision votée par le Parlement européen et qui apporterait un financement considérable à la recherche relative aux migrations, entendue dans toute l'étendue de ces recherches. Corrélation nord-sud, motifs de migration, impact des migrations, etc. Le fait que le schéma des GPI semble un peu vacillant n'entame nullement notre détermination. Si ce n'est pas ça, ce sera autre chose. Un nombre croissant de pays nous rejoignent. Ça demande des efforts de persuasion parfois compliqués, mais pour ce qui concerne la traduction de tout ceci pour vous, ça vaut le coup de miser sur la thématique des migrations, tout en songeant, c'est une chose importante aussi, décidément, parler après Bassoudeb est difficile parce qu'il a tout dit. Cette chose très importante à retenir, c'est que même quand on fait de la recherche sur une thématique, même des segments de recherche ou des résultats de recherche qui ne semblent pas prima facie avoir de rapport avec la thématique considérée peuvent s'avérer extrêmement importants. Il ne faut pas croire que seuls ont des résultats potentiellement intéressants au plan scientifique pour la recherche sur les migrations les gens qui explicitement travaillent sur la recherche sur les migrations. C'est l'un des charmes et l'une des difficultés du management de la recherche. Ça ne peut pas marcher seulement par mots-clés. Donc il y a ça. Maintenant, je veux venir très brièvement aux problématiques naissantes de l'intensité croissante de l'innovation qui nous est demandée et d'autre part aux questions
aux questions de la recherche orientée ou des missions de recherche. Sur l'innovation, je vais vraiment être très clair. Il y a deux positions possibles. Quand on nous dit, et vous savez bien que ce n'est pas seulement à l'échelle européenne, entendez les discours hexagonaux, quand on nous dit que peut-être il y aura quelque chose de spécifiquement concerné par l'innovation, à côté de la recherche, donc distinct d'elle. Il y a une première solution qui est de se lamenter sur, comment disait le Wittgensteinien là, the darkness of modern ages. C'est-à-dire, nous vivons une époque matérialiste, intéressée par les flux financiers, qui ne voit que l'innovation. Et on se désole. Je pense que la position raisonnable pour nous est exactement inverse. Nous devons, et ça demande un travail d'élaboration conceptuelle collectif qui n'est nullement trivial, nous devons essayer de proposer des notions d'innovation qui ne se rattachent pas à la traditionnelle notion d'innovation technologique par la prise de brevet dans l'industrie manufacturière. Il y a d'autres notions d'innovation, l'innovation sociale, l'innovation culturelle, etc., qu'il nous faut arriver à clarifier conceptuellement, dont il faut idéalement arriver à proposer une métrique raisonnable, et avant tout, dont il faudrait que nous soyons capables d'augmenter la part en ce qui concerne le résultat des recherches SHS. Donc c'est un peu dans cette direction qu'on travaille tous ensemble. Pensez par exemple au fait que, en effet, les sciences du comportement sont un gisement considérable en matière d'innovation. Si vous avez comme conception, serait-ce économique, quelque chose qui ne se réduit pas à l'industrie manufacturière, mais qui prend en compte les services, les entreprises, pensez à l'énormité de ce que ça représente, on est à peu près certain qu'on a là une filière, disons, au moins conceptuelle, qui devrait être déployée pour répondre à la prévalence qui s'annonce des problématiques d'innovation. Tout dernier point, il concerne le genre de défis ou de micro-défis ou de missions qui pourraient spécialement concerner la SHS. Il y en a encore une qui vient d'être mentionnée quand j'arrivais, c'est évidemment tout ce qui concerne les problématiques de sécurité. Je rappelle que quand H2020 a été construit, d'ailleurs Olivier cette fois-ci était avec moi à la British Library à Londres pour essayer de maintenir la proposition initiale de la Commission, qui était une structure dans laquelle il y avait un défi unitaire qui s'appelait Secure and Innovative and Reflective Societies. Et cette intégration des problématiques de sécurité dans les problématiques SHS, pour aller vite, a été finalement abandonnée sous l'effet à la fois du renoncement du petit cœur tendre des SHS traditionnels et sous l'effet du lobbying Fraunhofer, Thales, qui ne voulait pas de nous. Et aujourd'hui, il est évident qu'au cœur des problématiques de sécurité, il y a des problématiques qui sont des problématiques non technologiques, qui sont des problématiques qui ne se réduisent pas à la cybersécurité ou aux caméras vidéosurveillance, qui sont les problématiques humaines, sociales, qui touchent à la manière dont les individus sont engagés dans des processus de radicalisation, etc. etc. Donc, les questions de sécurité, à mon sens, pourraient fournir tout à fait aisément un domaine dans lequel les SHS trouveraient à s'investir. J'en vois d'autres, mais j'ai le sentiment, bien que je n'ai pas de chronomètre, que j'ai largement dépassé le temps qui m'était généreusement imparti. Et, donc voilà alors. Oui, merci. J'interviens en tant que, parmi les choses que tu as indiquées, en tant que responsable de la partie Europe et internationale de l'Alliance Athéna, et on a collaboré depuis 2-3 ans justement à cette relance de la mobilisation française un peu à tous les niveaux et à tous les étages pour faire en sorte que, à la fois sur ce que tu rappelais, à savoir
le pilier 1, l'excellence scientifique, ERC, Marie Curie d'un côté, et pilier 3 qui nous intéresse plus aujourd'hui, qui est celui des défis sociétaux, on fasse en sorte que l'information, la mobilisation, l'accompagnement, le portage et le suivi soient améliorés. Et je me souviens avec Basudeb, quand on a un peu repris ces choses-là, il y a 3-4 ans, effectivement, on partait d'un point qui n'était pas forcément très bas, mais qui était loin d'être satisfaisant quand on comparait notamment avec les deux autres grands champs scientifiques que sont d'un côté la physique et de l'autre côté les sciences médicales et biomédicales. Donc, je ne vais pas redire, parce que justement, l'inconvénient de parler après Jacques, c'est que Basudeb et Jacques ont déjà dit l'essentiel des choses que je voulais dire. Je voudrais juste peut-être les redire avec mon vocabulaire et préciser 2-3 petites choses que Jacques a mentionnées seulement en passant. La première, effectivement, donc j'ai 4 remarques rapidement. La première concerne les premiers résultats d'Horizon 2020. Tu as rappelé, ou vous avez rappelé, j'imagine, dans la journée, puisqu'on parle principalement là des défis sociétaux, pour pas élargir trop à l'ensemble de la problématique des FP9, dont on ne connaît pas vraiment l'architecture, mais il semblerait que les 3 piliers, la structure en 3 piliers demeure, excellence scientifique, leadership économique et technologique, et puis un pan qui sera certainement revisité, mais entre défis sociétaux et mission-oriented research, quelque chose qui restera, qui ancrera la recherche très proche des problématiques des politiques publiques et de l'action dans la société. Le premier point, c'est qu'effectivement, dans Horizon 2020, les résultats, on en a parlé souvent avec Philippe Kérodren, avec Basudeb, avec l'unité qui s'en occupe à Bruxelles, les résultats de cette intégration, en anglais au départ embeddedness, n'ont pas été extraordinaires. Ni en 2014, ni en 2015, et ça veut dire qu'il y a eu un défaut dont tu as rappelé peut-être un des éléments qui était une difficile co-construction ou de placement des sciences humaines et sociales dans la construction des différents défis sociétaux. Parce que les défis, les résultats décevants de 2014 et de 2015, il y a une analyse qui est très bien faite par la Commission européenne, une espèce d'auto-évaluation de la place des SHS. Et c'est vrai, quand on regarde, évidemment, hormis le défi 6, qui est un défi principalement SHS, dans les 6 autres défis, la place des SHS a été inférieure à ce qui avait été envisagé. Et ce qui était envisagé était beaucoup en termes d'affichage, mais finalement pas beaucoup en termes de possibilités réelles pour les sciences humaines et sociales. Et je pense que ça, c'est la conclusion de mon premier point, c'est qu'il faut qu'on tire les leçons de cette construction, on ne va pas dire ni ratée ni tronquée, mais qui a été le produit de contraintes additionnées et qui ont fait qu'effectivement, à la fois le processus de la commission, la réticence d'une partie des communautés, un système de lobbying et de dialogue scientifique, c'est pas simplement, il ne faut pas réduire ça que du lobbying, mais de dialogue scientifique entre les SHS et les autres sciences, ont fait que quand vous regardez les appels qui sont fléchés dans les autres défis, pas ceux que vous avez montrés aujourd'hui, mais dans les 6 autres défis, les appels pour lesquels il y aurait une place SHS, parfois cette place n'est pas totalement évidente à saisir, et surtout elle permet la mobilisation, tu l'as dit à la fin Basudeb, pour des défis 6, mais c'est encore plus le cas pour les autres défis, la mobilisation de l'économie, du droit, un peu de sociologie des organisations, peut-être un peu de sciences politiques, et puis c'est tout. Et on a vu que la mobilisation disciplinaire des SHS était extrêmement réduite à un tout petit champ disciplinaire. Bon, ça, c'est mon premier point. On n'a pas le temps, il y a plein d'autres choses très intéressantes sur, non pas l'injonction contraire, mais le fait qu'il y a quand même beaucoup plus de moyens grâce à la place importante des SHS dans le pilier 1 et notamment au niveau de l'ERC, puisque en gros, il y a 17% de 13 milliards qui sont identifiés pour les SHS, ça fait quand même 2 milliards, alors que finalement, quand on fait la somme arithmétique du défi 6 et de ce que finalement les SHS n'arrivent pas vraiment à ramener dans les autres défis, on est dans un rapport de 1 à 5. Ça veut dire que pour un chercheur ou des communautés, il semble plus propice d'aller vers un guichet, enfin c'est de la rationalité, je suis économiste, c'est simplement Basudeb aussi, c'est justement un comportement rationnel. Est-ce que je préfère gagner tout seul 1,5 million avec une chance sur 10 de l'avoir, ou est-ce que je préfère gagner
1,5 million à 10 avec une chance sur 30 de gagner. Il n'y a pas besoin d'avoir fait marine marchande pour comprendre qu'on va choisir plutôt des projets individuels, de recherche individuelle financés plutôt que les défis sociétaux. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième point très rapide, beaucoup plus rapide, t'inquiète pas, c'est sur la co-construction. Je pense qu'il faut qu'on tire les leçons de cet un peu échec collectif dans la construction d'Horizon 2020 et essayer de faire en sorte qu'il y ait un dialogue scientifique qui s'instaure au niveau que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire un vrai dialogue où les SHS contribuent à la définition des défis, ou à la définition des missions, ou à la définition des appels, mais en tout cas que le triptyque définition, écriture, évaluation intègre réellement la dimension, alors SHS ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas que la dimension, que les disciplines qui sont dans le vaste champ et le vaste périmètre des SHS, la contribution que ces disciplines pourraient apporter à ces défis ou à ces missions soit clairement embedded pour le coup et non pas résiduel ou intervenant à la 25e heure en se disant ah mais quand même la faisabilité socio-économique ou sociopolitique ou les questions éthiques et finalement il faudrait rajouter un tout petit une petite couche de philosophie politique et morale ou de droit ou un peu d'économie ou un peu de sciences politiques pour finalement considérer que cette place est atteinte, comme tu l'as rappelé, notamment sur le défi sécurité, mais c'est valable pour la santé, c'est valable pour l'agroalimentaire, c'est valable pour l'environnement, c'est valable pour la transition énergétique, les comportements, les données, c'est mon troisième point, il y a tout un champ pour pouvoir co-construire, il faut qu'on soit innovant nous aussi. Et il ne s'agit pas, vous l'avez redit, et je pense que c'est une bonne chose, il y a des reviews qui sont menées par la Commission européenne. Moi, je vais m'occuper d'une apparemment dans les prochains mois sur les questions démocratiques. Ce qui est important, ce n'est pas de refaire ce qui a été financé dans FP6, FP7 ou Horizon 2020. Ce qui est important, c'est d'avancer. Et pour avancer, il faut prendre en compte aussi les nouvelles perspectives de développement des SHS, l'utilisation des données, les avancées dans le domaine de la cognition, dans le domaine des comportements et de l'analyse comportementale, mais également dans les sciences de la complexité. Et finalement, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse, si on veut effectivement être à la table de la définition en amont de l'écriture pendant et de l'évaluation des projets, il faut qu'on soit effectivement à même de dialoguer avec les autres sciences. Et je pense que dans la manière dont la DGRI, Direction Générale de la Recherche et de l'Innovation au ministère, et l'Alliance Athéna, on a essayé de collaborer depuis un an dans la perspective du FP9, c'est justement d'essayer d'identifier quels sont les domaines innovants ou en tout cas les méthodologies innovantes qu'on peut éventuellement pousser dans la formulation de ces défis ou missions. On ne sait pas encore quel sera le vocable qui sera retenu après le rapport Lamy dans l'ITER pour la production du FP9, mais en tout cas, il faut qu'on regarde attentivement et de manière un peu discriminante. Il ne s'agit pas de remettre des sujets qui ont déjà été très lourdement financés au niveau national, européen ou international, mais d'essayer de regarder qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau, et notamment à l'articulation avec données, cognition, comportement et complexité. La deuxième chose, le deuxième élément, c'est pas simplement d'être innovant scientifiquement, c'est aussi d'être articulé parce que là, on est dans les défis sociétaux, on n'est pas dans le RC, on n'est pas dans Blue Sky Research, Curiosity Driven Research, on est dans des défis sociétaux ou dans des dans des research-oriented missions. Il y a un lien très important avec les politiques publiques, avec l'action publique, et d'une certaine manière, ça serait totalement se tromper à nouveau de stratégie que d'aller pousser des choses qui ont une totale légitimité scientifique peut-être dans d'autres champs, mais qui, dans cette stratégie de formulation du FP9 et des nouveaux défis sociétaux, serait totalement perdante pour les SHS. Donc, la manière dont on essaye de réfléchir, c'est de voir non seulement là où on peut être innovant et au meilleur niveau, comment on peut articuler ces propositions à des préoccupations et à des formulations de politique publique pour mesurer impact, évaluation et jouer un rôle important. Et puis,
Au niveau national, je représente l'Alliance française des SHS, même si je m'occupe aussi de l'Alliance européenne, mais au niveau de l'Alliance française, on essaie de voir aussi où est-ce qu'il y a des forces et des potentiels de recherche. Je crois que vous êtes principalement des acteurs ou des actrices dans des labos, dans des communes, dans des établissements, dans des organismes nationaux. Ce qui est important, c'est qu'on essaye, nous, à notre niveau, alors c'est pas exactement la même chose que ce que font nos collègues de la Commission, mais en tout cas au niveau français, de pousser des thématiques où on a des forces de recherche. Parce que ça serait quand même pour la beauté du geste de proposer quelque chose où on regarderait dans le rétroviseur, on n'a absolument pas ou peu d'UMR, d'équipes d'accueil, de laboratoires, d'organismes qui sont prêts à se mobiliser, on se tirerait une balle dans le pied. Donc on essaye d'articuler ces 3 priorités: recherche innovante, articulation en politique publique et existence d'un potentiel de recherche important. Et pour terminer, moi aussi, pour ne pas être trop long, la méthode, donc on travaille, on essaye d'articuler déjà et d'être cumulatif, c'est un mot qu'on utilise souvent avec Jacques quand on dialogue, essayer d'avoir une forme de cumulativité et pas à chaque fois de reprendre les choses soit dans un tempo de lamento ou au contraire trop... on va dire, allègre et qui après ne serait pas suivi d'effet. Donc on essaie de construire une méthode donc, où on pose un certain nombre de dimensions scientifiques ou de thématiques ou de missions, pour reprendre ce qui a été fait dans le cadre du rapport Lamy, pour essayer de dire, ben voilà, finalement, en quoi c'est articulé, où est-ce qu'on serait innovant, en quoi ça serait articulé à des politiques publiques ou à des grands objectifs européens ou internationaux, et puis est-ce qu'on a des forces de recherche là-dedans, sur ces questions. Et ça, je pense qu'on essaie de le faire. On essaie de le faire déjà entre nous, ce qui est un bel effort de collaboration, mais je pense qu'on y arrive. Après, il y a une projection franco-allemande pour essayer de voir, parce qu'on n'y va pas tout seul, si après on ne va pas rentrer dans la mécanique des RCP, de la manière dont s'établit ensuite l'ITER pour arriver finalement à ce que vous avez là, c'est-à-dire un work program 18-20 avec un certain nombre d'appels identifiés. Mais il y a en interne le travail qu'on est en train de faire, mais qui ensuite, via le GTN notamment, va consulter un peu plus largement et enrichir les premières réflexions sur lesquelles on aura pu réfléchir en amont pour que justement ça soit cumulatif et qu'on puisse enrichir. Et puis parallèlement, il y a une dimension évidemment franco-allemande et multilatérale à partir du franco-allemand, pour que justement, lorsqu'on arrive à l'étape européenne, on puisse avoir, ce que tu as fait un peu sur les migrations dans le cadre d'un JPI et d'un possible article 185, mais que sur des thématiques, on puisse voir si nos collègues néerlandais, italiens, espagnols, suédois, danois, anglais non, mais irlandais, seraient partants pour soutenir, identifier et voir un petit peu comment on pourrait impacter ce processus qui reste de toute façon un processus très géré par la Commission. C'est là-dessus que je terminerai, même s'il y a consultation, même s'il y a, il y a des stakeholders qui sont identifiés par la Commission, qui sont des partenaires de réflexion, c'est un processus qui reste in fine très maîtrisé par la Commission, et il y a une partie qui échappe quand même, qui n'est pas forcément de l'ordre de la boîte noire, mais qui est de la responsabilité de la Commission, qui est, même sur la base des rapports d'experts, même sur la base des consultations, même sur la base des retours des stakeholders, c'est eux qui décident un certain nombre de, non seulement l'architecture, ensuite on va dire encore la question des défis sociétaux et ensuite des missions. C'est un processus qui appartient qui appartient à la Commission, mais on peut essayer, pas simplement de faire un lobbying comme ça à la 25e heure, mais essayer d'être dans de la co-construction avec nos communautés, en partenaire avec les différents acteurs, et puis au niveau bilatéral ou multilatéral, pour essayer de faire sortir un 9e programme cadre, en français, on dit FP9 partout, mais c'est le 9e programme cadre, qui soit plus favorable, mais pour de bonnes raisons, aux sciences humaines et sociales. Qu'est-ce que vous appelez les sciences humaines? Histoire. Qu'est-ce que vous appelez les sciences humaines?
c'est que ce côté instrumentaliste n'empêche pas les chercheurs derrière d'avoir une conceptualisation qui permet de répondre. C'est ça un peu le problème de la pilier 3 de H2020. C'est comme c'est problem-oriented, c'est très difficile d'emblée de répondre à ce que tu dis. Ce qui fait que statistiquement, comme Olivier disait, que démographie histoire arrive avec 0% de trucs dans la SSH integration. Bon, on sait ça, ouais. Ouais, je vais brièvement répondre parce que c'est une question extrêmement importante. Moi je ne me suis jamais résigné à laisser tomber les disciplines, disons, de grande érudition. En même temps, soyez conscients que, épistémologiquement, elles sont très difficiles à défendre dans le contexte que nous venons de vous indiquer, avec un slogan du type Martha Nussbaum, not for profit. Je considère que c'est une position, la position de la gratuité, la position pour l'honneur de l'esprit humain, est une position, je peux comprendre intellectuellement, etc., mais périlleuse. Je pense que ce n'est pas la position ultime, mais c'est aussi aux praticiens des sciences du récit que d'aider à formuler ça. Je ne veux pas, parce que c'est un problème qui est passionnant et difficile, mais je vais vous dire dans quel sens on essaye de voir ça. D'abord, quand on propose des notions d'impact de la recherche qui soient des impacts allant largement au-delà de l'impact économique, mais de l'impact en termes d'intégration culturelle, vous rentrez avec, sans trop d'artifices argumentatifs, malgré tout, la diversité des langues, la connaissance des traditions, etc., etc. Mais plus encore, je vais prendre le cas le plus difficile. Pourquoi faut-il continuer à, j'aime bien cet exemple, s'occuper de les civilisations très anciennes, ou les Merokumba, ou les trucs. Mais parce que il y a là une sorte de bibliothèque d'exemples sur des possibilités anthropologiques ou politiques qui nous sont aujourd'hui absentes. Pensez par exemple les problématiques de la fin de la vie, les problématiques du vieillissement. Il est absolument crucial que nous maintenions une sorte d'acquaintance intellectuelle, au moins une partie de la communauté, avec des sociétés dans lesquelles les questions de la vie et de la mort se différencient totalement de la manière dont nous les abordons nous-mêmes. Et ça, si vous voulez, voilà, les questions de fin de vie qui sont des questions, après tout, c'est des questions avec des impacts législatifs, éthiques, etc., etc. Je prétends démontrer, avec ce qu'on peut entendre par démonstration dans ce genre de contexte, que si nous laissons tomber ça, moi je ne veux pas qu'on dise continuons les missions en Amazonie, parce que si jamais on trouve du pétrole sur la tribu, sur le territoire de la tribu des gens, on aura des copains et on aura le pétrole. C'est ridicule. Donc voilà. Mais il faut que les gens qui sont animés par les préoccupations qui sont les vôtres, je trouve, essaient aussi de contribuer à ces sortes de dialectiques argumentatives, pas seulement défensives, mais en tout cas pas not for profit. Évitons ça. Oui. Oui. Oui, mais
Donnez-moi 10 secondes, juste 10. N'allons pas non plus magnifier le passé et dire que c'est, encore une fois, l'obscurité étant moderne. Ou le capitalisme, je sais pas quoi. Regardez le pauvre Joseph Haydn, quand il dépendait non pas de la Commission pour ses crédits, mais de l'Esterházy. Il a dû composer 350 sonates pour cet instrument idiot qui était le baryton, qui était je veux dire, l'aliénation, si vous voulez, des esprits qui sont portés vers l'élévation spirituelle n'était pas moindre à l'époque. On est dans des contextes différents, mais il faut... Et puis, en plus, on parle que d'un type d'outil, c'est-à-dire qu'il faut bien garder en tête, certes, les défis sociétaux d'Horizon 2020, c'est la moitié, c'est 35 milliards sur 70 pour faire très vite, mais tout le pilier 1 est consacré, que ça soit ERC ou Marie Sklodowska-Curie, c'est que research driven, c'est Blue Sky Research, c'est bottom up, c'est tout ce qu'on veut, enfin tous les mots. Donc après, je crois qu'il y a un enjeu spécifique, alors peut-être plus facile et encore pour une partie des communautés en sciences sociales de rentrer dans un dialogue presque épistémique avec d'autres sciences pour trouver la manière dont ils peuvent rentrer et se saisir aussi. Il y a des formidables changements, ce que je soulignais tout à l'heure, données, cognition, comportement, complexité, il y a quand même des avancées dont les sciences sociales, mais également les humanités peuvent se saisir pour qu'il y ait de la co-construction de méthodologies un petit peu innovantes et qu'on ne refasse pas un tour, même, et je pense que c'est moins un problème de thématique qu'un problème de méthodologie. C'est-à-dire que, je veux dire, si tu appelles de tes voeux je veux dire, plus de financement sur les migrations, on pourrait te retoquer ou te rétorquer qu'il y a énormément, et te retoquer par la suite, qu'il y a déjà eu énormément de financement au niveau national et au niveau international. Ce qui est important, c'est de savoir comment on peut regarder ces questions d'une autre manière. Je pense qu'il y a une question qui est une grosse tarte à la crème aujourd'hui en Europe, mais qui est celle de la démocratie. Je ne pense pas qu'il faille repartir une nouvelle fois avec le lobby des politistes qui vont regarder les questions de représentativité, de gouvernance, de caste, de machin, de déficit démocratique, mais d'avoir... Parce qu'il y a eu Secure Societies, il y a eu Inclusive Societies, il y a eu Reflective Societies, il y a eu Innovative Societies, il n'y a pas eu Democratic Societies. Et je pense que la démocratie, ce n'est pas simplement qu'un enjeu politique, c'est un enjeu économique, social, culturel, et je pense que là, tu peux, avec les données, avec la cognition, les comportements, la complexité, réétudier à nouveau frais qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui Democratic Societies in the 21st Century. Et ça, je pense que c'est pas un problème, c'est moins un problème de thème qu'un problème de méthode et d'approche. Et il faut, y compris, et là, je veux dire, les philosophes peuvent jouer un rôle important, mais pas pour nous redire pour la énième fois ce qu'ils nous disent depuis 2500 ans sur les premiers Grecs, mais de voir comment on peut essayer de réfléchir et analyser aujourd'hui les comportements. Il y a des études très intéressantes de la Banque mondiale qui montrent qu'il y a un déficit, une moindre croyance dans la démocratie comme le meilleur système à l'exclusion de tous les autres. Il y a plus que 30 ou 40% chez les jeunes Américains qui pensent que la démocratie est un système politique de gouvernance intéressant et utile pour le pays. C'est quand même... donc là, il faut qu'on analyse pourquoi. Et il faut qu'on se pose des questions maintenant, parce que, et je pense qu'on peut le faire avec de nouveaux outils. Et pas simplement en reprenant la science politique comme on le faisait il y a 20-25 ans, ou l'analyse méthodologique qu'on avait il y a 20-25 ans en sociologie ou en économie. C'est pas comme ça que ça va marcher. Donc nous, ce qu'on essaye avec Jacques et en lien avec des collègues de la commission, et ce qu'on faisait aussi avec Philippe quand il était avec nous, c'était d'essayer de réfléchir à la manière dont on pouvait prendre notre place, mais pas prendre notre place parce qu'il faut qu'on l'ait, mais parce qu'on peut vraiment contribuer à la rénovation des cadres conceptuels de l'analyse de vieux problèmes qui sont ceux que tu soulignais de la vie, de la mort ou de la famille. D'une certaine manière, on peut dire, mais ça aussi, ça fait longtemps qu'on les finance. Mais il y a aujourd'hui des potentiels de scientifiques importants et qu'il faut qu'on arrive à identifier et qu'on y prenne toute notre place. Pardon, je t'ai plus longue guise. Merci pour vos interventions et l'interaction aussi. Peut-être, Basudeb, Raphaëlla, est-ce que vous pouvez rajouter un mot sur la place des SHS dans FP9 et peut-être faire un petit focus sur le calendrier, le process? Très rapidement. Mais tu veux dire
deux mots sur l'immigration. Je pense que ce que Jacques a dit t'a plu sans doute. Donc vas-y, c'est le moment de le dire. Ouais. Parce qu'il est important que Jacques agit au niveau auquel il peut agir sous des créneaux comme ça. Vas-y, dis-le. J'avais promis que j'aurais rien dit parce que c'est Bachou, Messier, FP9, etc. Mais effectivement, comme vous l'avez vu, à partir de H2020, il y a eu progressivement une augmentation des fonds sur la migration. On a essayé de le mettre déjà en FP7, mais avec H2020, on a commencé à le regarder des différents angles, etc., jusqu'à maintenant où on a une colle entière dédiée à la migration. C'est presque 120 millions d'euros pour les 3 années. Donc, on a vraiment reconnu, pas seulement parce que la France, l'Italie et d'autres ont commencé à insister, mais parce que tous les éléments qu'on a vus au début de journée, les experts group, les éléments du politique, etc., etc., et il faut vraiment continuer dans cette ligne pour que cela ne se perd pas, parce que ça continue et ça reste fort dans FP9, ce qui n'est absolument pas donné, parce qu'il y a plein d'autres intérêts, plein d'autres poussées vers d'autres directions. Au contraire, on pense que ça serait dommage, énormément dommage, qu'on perd ces momentum qu'on a vraiment créé et qu'on va créer avec vous, parce qu'avec tous ces topics qui vont sortir, non seulement de la call migration, mais aussi des 2 autres calls qui contribuent aux études sur la migration, comme on vient de le dire, on crée vraiment un bagage encore plus important sur les études de la migration. Et je pense qu'on a essayé d'impliquer pas mal de communautés aussi dans les humaines dans cette direction. Comme vous l'avez très bien dit, on ne sait pas si cette histoire de la JPI va aller à bon fin ou pas, mais de toute manière, on va continuer d'essayer de créer autour de ces momentum des H2020 d'autres éléments et d'autres instruments de financement de recherche à niveau des États membres, mais que ça ne se perd pas. Et pour que ça ne se perd pas, et Basudeb va, je pense, intégrer ses discours avec un peu de calendrier, il faut vraiment agir maintenant, pour qu'on sache que parmi les missions, que l'idée des missions doit être quelque chose qui touche directement aux politiques publiques. Et quoi, sinon la migration est au cœur des politiques publiques de l'Union européenne en ce moment. Et la révision de comment on pense que l'évidence produite via un programme de recherche peut avoir un impact sur la production, les débats et sur la production des politiques. Et c'est vraiment ces jours-ci, c'est ces mains-ci où il faut que la voix des États membres soit entendue à niveau de la Commission, parce qu'il est vrai que c'est un processus interne à la Commission, mais est un processus très poreux, je dirais, avec beaucoup d'interactions avec les États membres. Merci. Okay. Bon, je vais essayer d'être très très rapide parce que je suis en train de prendre les prochains jours à la Commission sont très chargés. Pour dire, bon, c'était important pour Raphaël et moi, surtout pour vous, de vous écouter. Bon, bien évidemment, je sais comment vous pensez et il y a eu la chance d'interagir avec vous depuis plusieurs années maintenant. Mais donc, les points principaux. Donc, je représente les SHS, c'est notre unité dans 2 groupes de travail. Impact Assessment, dont j'ai parlé plusieurs fois dans la journée, Impact Assessment, parce que c'était important d'expliquer le sens. La partie impact reste très important. Il faut avoir pour les consortiums français 5 sur 5 là, et j'ai expliqué pourquoi. J'ai aussi expliqué pourquoi dans les 3 volets d'indicateurs d'impact économique, économie, innovation, recherche et societal impact, le flou et les problématiques de l'impact sociétal, même s'il y a beaucoup de recherche, ce flou reste. Et donc, pour l'instant, dans le travail qui a commencé sous le FP9 et qui est, comme j'ai dit, informel pour l'instant jusqu'au point que le Multi-Financial Framework soit voté, donc j'ai expliqué que dans ce travail, ce qui obsède un peu la Commission, c'est d'abord l'efficacité de l'euro dépensé pour d'abord définir, voir les objectifs principaux par lesquels on se situe. Et ces objectifs sont très structurés par rapport à Sustainable Development Goals, comment l'Europe peut aller au-delà, où est-ce qu'on est allé déjà au-delà ou pas, d'accord? Ce qui est très limité. On sait que c'est trop limité comme cadre qu'il faut aller au-delà, mais ceci est là. Okay? Bien évidemment. Et ensuite, l'ensemble de ces problèmes qui touchent le contexte européen. Les missions sont donc, bien évidemment, ce sera les grandes thématiques qui concernent l'Europe aujourd'hui. Il y aura une continuité. On a dit que comme
on pense, c'est-à-dire, pour la Commission européenne, H2020 est un succès, donc il y aura une évolution et pas une révolution. C'est ce qui est dit, ça tu le sais déjà. Et donc, dans les missions, bien évidemment, les grandes missions resteront autour de ces problématiques que vous avez tous soulevées. Et je pense que je peux certainement, je vais piquer certaines des choses que tu as dit sur la démocratie, certainement pour le répéter à la Commission, parce que c'est précisément le genre de choses qu'ils souhaitent entendre. Mais d'une certaine façon, il faut que ce soit des gens extérieurs qui le disent. Il y a une demande pour ça, exactement comme l'obsession sur économie et innovation uniquement dans le sens technologique est quelque chose que la Commission sait eux-mêmes. Bon, je ne dois pas dire ça dans la caméra là, mais bon, je vais quand même l'oser. Et quelque chose qu'ils savent, il faut sortir au-delà de ça pour aller vers l'innovation sociale, l'innovation culturelle, etc. Tu seras très content de savoir que l'étude qu'on a pilotée pour l'innovation sociale, qui est 100 pages, je vais te l'envoyer dès demain parce que c'est terminé. C'est quelque chose qui te plaira parce que ça va exactement ou assez largement dans le sens que tu as défini. Donc tout ça est en cours d'une certaine façon. Je pense quand même qu'on entend les messages de H20 et même ce qui était avant pour tirer les leçons sur F9. Donc les missions dans l'esprit de rapport Lamy et dans l'esprit aussi des commissionnaires devaient être définies par le stakeholder consultation. J'ai déjà dit ce matin que c'est en décembre et le mois de mars. Et ensuite, le reste, ça ira très vite entre mars et juin parce que tout ça, le MFF doit voter vers ça. Donc, toutes ces missions, c'est redéfini. Je pense que, ce n'est pas un secret de le dire, que le travail qui a été fait ici en France avec les pays habituels, l'Allemagne, l'Italie, etc., est un excellent travail qui définit de façon concrète l'ensemble des éléments que vous avez repris. Donc je pense que de communiquer fortement ceci au niveau le plus élevé que vous pouvez, pour avoir notamment, donc globalement au moins une grande mission SHS à part entière, reste quand même notre objectif. Et on l'axe autour de ces mots-clés, démocratie dans tous les sens que tu as définis. Il y a l'héritage culturel, il y a les mutations sociales, l'ensemble des mutations qui viennent de transformation socio-économique, culturelle, politique, etc. Donc, est-ce que ce sera un ou peut-être, ce sera trop d'espérer qu'il y aura plus d'un, mais on essaye de pousser à l'intérieur de la maison pour qu'il y ait cet ensemble soit bien là pour couvrir tout ce que vous venez de soulever et qu'on a soulevé partiellement aussi dans la journée. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, quand même, je pense que le rôle des États membres reste clé. Juste une remarque, c'est-à-dire, il y a l'IRC, ça va rester peut-être avec un titre différent, mais c'est globalement le même. L'innovation, quand même, il y a une certaine idée qu'on peut faire un IRC pour l'innovation. Que ce ne soit pas uniquement technologique et quelque chose auquel il faut veiller. Et là encore, les États membres ont un rôle très important à jouer via les programmes comités, mais pas uniquement les programmes comités, pour agir au niveau qu'il faut. Ça aussi, c'est le message que je voulais vous transmettre, que ce ne soit pas uniquement un IRC, encore qu'il soit une pure reproduction d'un objet technologique ou uniquement par rapport à ce que notre ami Franck Moulat, spécialiste de Innovation Social, appelait là une vision, la nouvelle vision du néolibéralisme post-haïkien ou quelque chose de ce genre. Voilà. Voilà, donc c'est ça à peu près, et c'est un peu le défi devant nous. Et comment, en effet, utiliser les forces, comme disait Jacques, des SHS, et ne pas être dans un rôle de victime dans cette histoire. C'est très important. Je pense que les batailles se jouent dans la tête aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il nous reste un quart d'heure pour prendre des questions, si certains d'entre vous veulent profiter de la présence ici de nos intervenants? Bonjour. Je me demandais, le label RH, dans les appels qui vont sortir, est-ce qu'il aura un impact, ou est-ce que vous pouvez nous en parler éventuellement, sur la sélection des projets retenus? Quel label? Je n'ai pas compris. Le label RH. Voilà, c'est ça. HRS4R. Voilà. Je ne sais pas. Ah.
Ah, donc la question, est-ce que la charte européenne du chercheur va... Ah oui, d'accord, oui, je vois. Donc c'est OK. Bah, en effet, je peux dire un mot là-dessus, et ça touche aussi à ce qu'on a vu sur l'expérimentation. C'est-à-dire, bon, d'abord, il y a, soi-disant, bon, ça existe bien évidemment, des problèmes d'éthique de la recherche, reproduction des résultats, etc. Donc, toutes les controverses qu'il y a dans le domaine de la recherche, plagiat, tout ça, d'accord? Mais au-delà de cela, et ça c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas dit dans la journée, mais quand même c'est jamais trop tard, c'est-à-dire il y a maintenant les comités éthiques de la Commission européenne vont dans une direction de ce que font déjà les Américains, c'est-à-dire sur chaque chose, il existe déjà bien sûr des protocoles éthiques bien connus. Mais ça va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, chaque université, chaque institution, quand on travaille sur des sujets de l'expérimental, des surveys, tout ce que vous voulez, pratiquement chaque institution doit avoir un comité éthique bien rodé qui connaît parfaitement l'ensemble des questions éthiques qui sont posées dans tout type de protocole qui existe. Donc, c'est lié un peu à cela. C'est quelque chose auquel, dans les institutions françaises, j'ai eu une question je vais vous le dire, de Paris School of Economics, où quelqu'un qui était dans le dernier stade d'un Advanced Research Grant n'arrivait pas à répondre à une question de ce type, d'accord, qui posait des problèmes. Donc, précisément, parce que on commence à l'avoir, mais ce sont des questions concrètes et pratiques de ce qu'il faut créer en termes institutionnels dans nos institutions pour répondre à ces chartes, etc. Je vous le dis, bon, j'aurais dû le dire dans la journée. Ah, c'était pas la question. Je suis désolé, mais bon. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Je ne connais pas ce level personnellement. Ouais, donc, mais oui, les labels sont importants, mais c'est-à-dire, je ne pense pas. Ok, d'accord, ok, je vois. Non, je connais les labels d'excellence dans le domaine des innovations, etc., start-up et tout ça, donc ça, ce n'est pas ça, mais ça, je ne sais pas. Est-ce que ça se jouera? Je n'ai pas une idée exacte. Ouais, ok, très bien. Désolé, je suis allé de façon étrangère. Mais bon, ce que j'ai dit a aussi, disons... Oui, d'accord. Je pense que ça, c'est surtout pour les IRC et pour les Marie Curie. Oui, demandez dans ce cas au PCN Marie Curie. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un dernier mot peut-être pour les uns les autres. Sinon, Julien, peut-être je te appelle sur scène. Merci beaucoup. Merci. À vous. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bien, merci à vous. Merci aux derniers intervenants, à Basudeb surtout et Raphaëla, que je remercie beaucoup de nous avoir livré toutes leurs analyses aujourd'hui. Merci également à vous d'avoir participé à l'ensemble de la journée. Donc pour rappel, évidemment, nous sommes le PCN et vous pouvez faire appel à nous pour organiser des ateliers en région ou autre infodé pour lesquels on pourra vous guider sur tous les appels SHS du défi 6 2018-2020. Voilà, je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne soirée à tous.